Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous allons tenter de comprendre le lien entre investissement et biodiversité, avec évidemment en toile de fond l'activité économique des entreprises. Autant de sujets que nous allons tenter de décrypter avec Antoine Cady, directeur recherche et innovation de CDC Biodiversité. Bonjour Antoine Cady. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Un mot peut-être rapide de CDC Biodiversité, qui est une filiale du groupe Caisse des dépôts. La mission de CDC Biodiversité n'est pas directement en lien avec tout ce qui est placement ou investissement, mais sa mission est plutôt dédiée à la recherche finalement en matière de biodiversité, de préservation de la biodiversité. Tout à fait. En fait, on a été créé il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on est la filiale à impact de la Caisse des dépôts et consignations, société de mission, directement tournée vers deux jambes, en fait, deux sujets principaux. La restauration écologique, donc comment on va pouvoir sécuriser du foncier souvent dégradé d'un point de vue environnemental et en assurer la restauration. D'accord. Et puis, de l'autre côté, la recherche et l'innovation, et notamment un sujet qui nous occupe beaucoup ces dernières années, qui est celui de l'évaluation de l'empreinte biodiversité. En clair, apporter à la biodiversité ce que l'on a sur le climat et la question des émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, oui. Avec le bilan carbone. Voilà. Et on est capable aujourd'hui justement de mesurer l'impact, enfin non pas de mesurer l'impact d'une activité économique sur la biodiversité, mais d'avoir une métrique universelle pour tout type d'activité, pour toute localisation, de pouvoir parler le même langage finalement ? Alors, c'est vraiment en fait le challenge qu'on a décidé de relever en 2015-2016. En fait, on est juste après, si vous vous en rappelez, donc 2015, c'est l'accord de Paris. Bien sûr, oui. Tout le monde a bien vu que... Qui concernait le climat, pas forcément la biodiversité, mais... C'était très centré climat, on est sur le scénario 1,5 degré. Mais il y a un triptyque, en fait, qui a, pour les observateurs, vraiment été un moteur, et qui l'est toujours du reste. C'est ce scénario, le fait que le GIEC est proposé, et les États retenus ce scénario, donc cet objectif de limiter à 1,5 degré les augmentations de température moyenne sur la planète, enfin je passe, qu'il existe des méthodologies de bilan carbone, et puis qu'il y ait un alphabet commun, une métrique unique, la tonne équivalente CO2. Bien sûr, oui. Qui rassemble un peu tous les gaz, etc. Et on peut exprimer tout ça de cette façon. Et donc ça, quelle que soit l'activité économique, quelle que soit la région du monde, on peut parler le même langage en matière de tonnes CO2. Exactement. Et donc tout le monde s'objective, tout le monde se compare, et on avance, on est dans une démarche de transformation, de transition. Sur la biodiversité, ça nous manque. Et en fait, pendant des années, moi ça fait 25 ans que je travaille sur ce sujet-là, on s'est caché derrière la complexité. La biodiversité, c'est riche, c'est énorme, on ne connaît pas bien, c'est complexe, etc. Et donc, c'est ce qu'on entend encore un peu aujourd'hui, oui, effectivement. Oui, bien sûr. Mais en fait, il n'est plus temps. C'est l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui nous rappelle cela. C'est-à-dire qu'il n'est plus temps. Bien sûr qu'il faut continuer à connaître, à comprendre. Il nous rappelle qu'on connaît, on a mis un nom sur environ 2 millions d'espèces, alors qu'il y en aurait entre 10 et 20 millions. Donc humilité, etc. On connaît très mal la biodiversité. Néanmoins, ce que l'on sait très bien, c'est qu'elle est en train de se dégrader à une vitesse extrêmement rapide, 100 à 1000 fois une augmentation du rythme d'extinction des espèces de 100 à 1000 fois depuis le début de la révolution industrielle, et ça va avoir un impact. Et donc il était fondamental en fait qu'on se pose la question de savoir comment on pouvait mettre en avant l'économie en faisant finalement un constat assez simple, c'est que les fonds publics, les fonds des grandes banques multilatérales, les fonds des États, etc., globalement, ne peuvent régler que 20 à 30% des sommes qu'il faut mobiliser pour envisager de stopper l'érosion de la biodiversité. Donc il faut de l'argent privé. Cet argent privé, simplement, il faut le mobiliser, il faut l'objectiver, il faut pouvoir encadrer tout cela. Et donc on a essayé il faut une mesure. D'un côté, il faut mesurer l'impact des entreprises et négatif, j'ai envie de dire, et puis de l'autre, il faut mesurer l'impact positif qu'on peut amener avec des solutions financées avec de l'argent public ou privé. Alors, ouais, il faut tout mesurer. Et donc, c'est ce challenge, ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est-à-dire que l'idée, on est allé regarder en fait ce qui existait sur la place, les bases de données qui existaient, les modèles qui existaient, les métriques, et c'est là qu'on a trouvé le MSA par kilomètre carré, donc qui exprime en fait un niveau de dégradation par unité de surface, niveau de dégradation de la biodiversité pour mean species abondance. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va réussir à s'affranchir de la présence de telle ou telle espèce, de tel ou tel écosystème. En fait, ce qu'on va mesurer, c'est un niveau de dégradation par rapport à un état vierge initial. D'accord. Donc c'est ce delta en fait que l'on va chercher. Ça donc quand on dit mean species abondance, ça veut dire qu'on va mesurer par rapport à un état vierge le nombre d'espèces qu'il y a en moins par rapport à un niveau zéro. Une abondance moyenne de biodiversité qui a disparu. Voilà. Et ça permet de mesurer partout dans le monde au même niveau l'impact d'une activité économique sur un écosystème.
Exactement, exactement. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir donc exprimer cette perte, potentiellement aussi ce gain, lorsqu'on réalise des actions positives. Et on a pu, ces dernières années, décliner en fait un outil donc, qui reprend, vous avez compris, le Global Biodiversity Score, c'est cet outil dont on parle. Bien sûr, oui, ça c'est l'outil effectivement donc, développé par la CDC Biodiversité. Exactement. Donc, grâce aux moyens que nous apporte le groupe Caisse des dépôts et consignations, donc on peut, dans l'intérêt général, développer des outils qui sont repris par la place. Et le GBS a été décliné dans un premier temps à l'été 2020 à destination des entreprises, donc pour permettre aux entreprises de faire un bilan carbone d'un côté, un bilan biodiv de l'autre, tout simplement. Et donc d'avoir en main les leviers, de la compréhension des risques face auxquelles elles seront amenées à être confrontées, et puis des responsabilités qui sont les leurs. Donc cette approche en double matérialité, construire dans un second temps une stratégie d'atténuation de leur impact, peut-être aussi d'impact positif, on en parle souvent même si on n'en est pas là. Et puis la réglementation avançant, notamment en France, avec l'article 29 de la loi énergie-climat, qui depuis un an impose aux investisseurs de place, ils sont 1500 sur la place de Paris, à étendre leur reporting extra-financier à la biodiversité. Donc on a décliné un outil à destination de ces investisseurs qui s'appelle Biodiversity Impact Analytics, qu'on a monté en partenariat avec Carbone 4 Finance, CDC Biodiversité Carbone 4 Finance, un data provider, un développeur de méthodologie. Et aujourd'hui, cet outil, c'est une base de données pour le coup avec des facteurs d'impact et qui permet en fait aux investisseurs de réaliser cette fois-ci l'impact biodiversité, l'évaluation de l'empreinte biodiversité de leur portefeuille. Et donc là, c'est aujourd'hui un outil qui est fonctionnel, proposé par CDC Biodiversité et qui permet aux acteurs financiers qui vont ensuite proposer des solutions d'investissement ou de placement à des épargnants ou faire des choix d'investissement dans des entreprises de visualiser, de mesurer l'impact que ces investissements vont avoir. Et c'est là, je reviens à ce terme d'humilité, c'est là qu'il faut être absolument conscient d'où on part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, l'évaluation qu'on réalise d'un certain nombre de portefeuilles ou que les investisseurs réalisent par eux-mêmes montre qu'en fait, on est très, très, très loin du compte. Et donc, on n'en est évidemment pas du tout à créer encore des fonds à impact biodiversité tel qu'on l'entend, c'est-à-dire à impact positif. D'accord. Parce que pourtant, il y a des fonds thématiques biodiversité, mais ça n'est pas selon cette méthodologie. Si, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on est aujourd'hui dans une démarche où on va créer... Les investisseurs vont créer des fonds où ils seront plus précautionneux vis-à-vis de la biodiversité. D'accord, je comprends. Il y aura moins d'impact négatif, mais on est encore loin du compte en termes d'impact positif. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est changer un modèle agricole, changer son utilisation d'eau, on sait changer ses émissions. C'est intéressant puisqu'en fait, on a là des leviers sur différentes pressions qui pèsent sur la biodiversité. Donc ça va se traduire par moins d'impact négatif sur la biodiversité, mais pas encore par plus de biodiversité. Pour autant, l'IPBES nous rappelle qu'il faut absolument que l'on soit dans une stratégie d'atténuation de la courbe. On est dans une zone à risque et d'incertitude extrêmement importante pour la biodiversité. On a perdu plus d'un tiers de la biodiversité en moyenne à la surface de la planète. Et il va falloir que ça revienne, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se prépare à restaurer activement la biodiversité. Ce qui nous ouvre, du coup, je pense, des perspectives d'investissement, puisqu'il va falloir inventer des véhicules qui se traduisent par plus de biodiversité et d'espace naturel in fine. Mais alors, je me fais un peu l'avocat du diable, Antoine Cazzi. En tant qu'épargnant particulier, on se doute bien que la restauration de la biodiversité ne se fait pas en un mois, voire même en un an. Est-ce qu'on a une méthodologie qui est capable de nous donner à 10 ou 15 ans, effectivement, l'impact de ces investissements en tant que particulier ou de professionnel sur un écosystème ou sur la biodiversité? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que chez CDC Biodiversité, notamment sur le volet restauration d'espaces naturels, on voit en fait, puisqu'on travaille du coup avec un certain nombre d'investisseurs, évidemment avec la Banque des Territoires, mais également des investisseurs privés, et en fait ce que l'on voit, c'est que les conditions d'investissement vont évoluer. On va demander aux investisseurs de rester plus longtemps. L'amortissement se fait sur un temps plus long. Les garanties ne vont plus être les mêmes. Et certainement également, les gains attendus ne seront pas les mêmes. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on va apporter une visibilité. C'est un peu le modèle forestier de ces dernières décennies. C'est-à-dire qu'on va apporter des solutions avec des gains moindres, mais plus pérennes dans la durée. A fortiori, quand on se projette en 2040 ou en 2050, 60% du PIB mondial repose sur les services gratuits fournis par la nature, la pollinisation, l'eau, etc. Quand tout ça va devenir plus rare, voire absent dans certains pans de l'économie, on va avoir des entreprises qui vont se retrouver en grande difficulté. Là, ces investissements-là, ils seront résilients dans cette configuration. Et donc, on est en train, en fait, collectivement, d'inventer un certain nombre de réponses. Et quand on est particulier, et je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de plateformes qui existent, qui ont repris, pour certaines, d'ailleurs, je ne donne pas de nom, mais qui ont repris la méthodologie Global Biodiversity Score et qui rendent cela un petit peu accessible. Et puis, il y a aussi la possibilité d'aller accompagner des entrepreneurs qui sont aujourd'hui, en fait, ceux qui vont inventer, je pense, les entreprises qui porteront des solutions en faveur de la biodiversité de demain. On en voit dans le milieu agricole,
dans le milieu forestier un petit peu, aussi dans des solutions diverses qui permettent d'atténuer la relation pression sur la biodiversité. Et voilà, donc il y a des plateformes qui aujourd'hui proposent des solutions tout à fait intéressantes. J'allais vous poser la question de la maturité du secteur financier vis-à-vis du sujet, mais je vais plutôt tourner ma question autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut financer des solutions à impact positif pour la biodiversité et proposer du rendement ? Est-ce que les deux sont compatibles ? Alors oui, c'est possible. Le problème, en fait, c'est que les solutions sont trop rares. C'est pour ça que je parlais des entrepreneurs tout à l'heure, parce qu'en fait, pour en discuter avec un certain nombre d'incubateurs, etc., on voit qu'on est aujourd'hui à l'étape un peu zéro. Il faut aller chercher des entrepreneurs, il faut porter des solutions de l'innovation, il faut accompagner ces initiatives pour qu'elles puissent devenir les PME demain et peut-être, pourquoi pas, des licornes et autres. Mais en tout cas, on en est vraiment là. C'est-à-dire qu'il faut créer le terreau favorable à l'émergence de cette nouvelle forme d'économie. Comme je le disais, aujourd'hui, on la tangente, notamment par l'évolution des modèles agricoles ou l'évolution des modèles de production. Il est nécessaire désormais de s'intéresser directement à la nature et aux services qu'elle produit. Merci beaucoup Antoine Cady d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.